c'est vrai que c'est difficile en fait de calculer un délai et on n'a pas vraiment de chiffre sur combien de temps on met pour diagnostiquer un syndrome des ovaires polykystiques et c'est pas si simple que ça. J'ai envie de tourner la question un peu différemment en disant il y a un délai nécessaire pour éviter le surdiagnostic. Et on en a parlé un petit peu, notamment dans toute la période d'adolescence, où c'est vrai que quand on a nos premières règles, c'est normal d'avoir des cycles irréguliers les 2 premières années, donc on ne va pas se précipiter. C'est assez classique aussi d'avoir de l'acné à l'adolescence sans pour autant que ça soit un signe annonçateur de syndrome des ovaires polykystiques après. Le critère échographique, pas les 8 premières années. Donc voilà, donc c'est vrai qu'on ne va pas forcément, nous, professionnels de santé, mettre une étiquette syndrome des ovaires polykystiques trop vite, mais cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter et prendre en charge les symptômes. Et ça, c'est vraiment le message finalement le plus important. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas un diagnostic de posé qu'il n'y a pas une prise en charge des symptômes. D'accord? Et ça, finalement, prendre en charge les symptômes, c'est ce qu'il y a de plus important. Il n'y a pas d'urgence médicale. Il peut y avoir une urgence psychologique ou personnelle pour avoir un diagnostic de posé, parce que c'est vrai que ce n'est pas facile de ne pas savoir ce qu'il en est. Il n'y a pas d'urgence médicale, sauf s'il y a certains signes cliniques qui nous alertent, ou l'intérêt de l'examen clinique dont on a parlé. Mais sinon, en dehors de ces symptômes cliniques qui peuvent nous alerter, notamment une hyperandrogénie vraiment majeure, il n'y a pas d'urgence médicale, on n'est pas à quelques mois ou années près sur le plan, j'entends, médical. Donc, vraiment importance d'écouter, de prendre en charge la patiente, c'est ça qui prime. Après, moi j'explique souvent aux patients que quelquefois on n'arrive pas à bien faire la part des choses. C'est pas si simple que ça, même si je vous ai dressé le tableau de comme ça on fait le diagnostic du syndrome des ovaires polykystiques. Quelquefois on a des formes frontières et c'est même assez fréquent parce que je vous l'ai dit, il y a beaucoup de femmes qui vont avoir des ovaires multifolliculaires, 15-20% de la population, et elles n'auront pas pour autant les autres symptômes, ou peut-être qu'elles vont avoir des cycles irréguliers, mais parce qu'elles ont une autre cause. Et donc, on va se retrouver avec potentiellement 2 causes. Et c'est finalement l'histoire, un petit peu les années dans le suivi qui vont nous dire, ah non, on penche plutôt vers un syndrome des ovaires polykystiques ou on penche plutôt vers l'autre. Donc, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Moi, je pars du principe que si on explique à la patiente que peut-être c'est ça, mais qu'on n'a pas la certitude pour telle et telle raison, elles sont tout à fait capables de l'entendre et de le comprendre, mais qu'on va les aider dans leurs symptômes, en effet, le diagnostic sera peut-être un petit peu plus tardif. Après, donc, comment y remédier? Finalement, j'ai un petit peu répondu en même temps à la question. Bien sûr, centré sur la prise en charge des symptômes, mais aussi, finalement, l'œil, vérifier que le bilan réalisé est complet. Parce que dire à une femme qu'on a un syndrome des ovaires polycystiques ou qu'on n'en a pas, mais finalement, le bilan réalisé, notamment, je pense au dosage de 17-hydroxyprogestérone, vous allez dire que je m'acharne, mais c'est important, n'a pas été réalisé ou pas convenablement, parce que ce n'est pas toujours facile à doser. C'est un dosage qui est important à faire. Ce n'est pas une urgence, mais c'est un dosage qui sera important à faire, notamment avant le projet de grossesse, comme je vous le disais. Donc, un diagnostic non posé, mais avec un bilan fait, ce n'est pas la même chose qu'un bilan non fait ou incomplet, et donc un diagnostic qui est en cours. Après, sur la dernière point de la question, c'est l'évolution du syndrome des ovaires polykystiques. Oui, c'est comment évolue le syndrome dans le temps. Le syndrome des ovaires polykystiques, il va en fait guérir naturellement à la ménopause, puisque par définition, à la ménopause, le stock de follicules dans les ovaires va arriver à 0, quasiment, et donc l'excès va disparaître à la ménopause. Mais le syndrome des ovaires polykystiques, comme l'a dit Florine déjà tout à l'heure et vous, Pauline, ça peut être associé à des facteurs de risque cardiovasculaire qu'on va pouvoir voir survenir dans 2 périodes de la vie où il faudra un peu plus focus et faire attention. C'est pendant la grossesse, on va en reparler, et à un âge, j'ai envie de dire, un peu plus adulte, c'est-à-dire vers 45 ans, 50 ans. Donc oui, on va se dire, sur le plan ovarien, le syndrome des ovaires polykystiques va être guéri, mais il peut rester finalement des stigmates de l'imprégnation de toute la vie de syndrome des ovaires polykystiques avec un peu plus de risque, notamment de diabète ou d'hypertension. Et ça, c'est probablement parce qu'on ne connaît pas exactement, mais probablement lié en partie à cette insulinorésistance et ou à cette hyperandrogénie
Et on en revient au fait que tout le monde n'a pas forcément le même syndrome des ovaires polykystiques et qu'il y a possiblement différentes formes qui vont être plus ou moins associées à certains risques et donc à certaines surveillances.